Noël, oui. Ah, tu ne pourras pas la remplacer. Ton chagrin faisait peine à voir au cimetière. En effet, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Non seulement tu as perdu ta chère épouse, mais aussi ton métier, ta renommée, ta vie. Et je vais t'écraser comme une merde. L'heure est venue que tu payes pour tout le mal que tu as fait, toutes les humiliations, tes promesses de mariage, pour cet enfant que tu n'as pas voulu que je garde. Pour tous ces Noëls que j'ai passés toute seule, en pleurant. Noël, justement, il y a 12 ans, où j'ai pleuré plus que les autres, souviens-toi. Le hasard avait voulu que ta chère amie Madame Lequesnoy accouche en même temps qu'une autre patiente. Comme d'habitude, tu m'avais demandé de les endormir pour qu'elles gueulent moins, comme tu dis. Moi, je m'en foutais, j'étais heureuse, c'était Noël, et j'étais avec toi. L'accouchement s'était bien passé, les 2 enfants étaient là, un miracle. Tu as fait remonter les accouchés dans leur chambre? Bien sûr. Roseille, Lequesnoy. Eh ben, ils partent pas avec les mêmes chances dans la vie, les deux Jésus. Docteur, j'ai votre femme au téléphone. Elle demande si elle passe ici ou si vous la rejoignez directement au réveillon. Directement au réveillon, j'ai fini. Bah, tu m'avais dit qu'on passait le réveillon ensemble. Ben, on le passe plus. Tu le savais depuis tout à l'heure et tu m'avais rien dit? Oh, écoute, Josette, tu vas pas recommencer. Mais c'est pas possible. Mais on en passera d'autres de Noël. T'es un monstre. C'est ça, c'est ça. Bon allez, faut que je file. On en reparlera demain. Et sois gentil, occupe-toi bien de Madame Lequesnoy. Joyeux Noël, Josette. Ils vont tous me le payer. Monsieur Lequesnoy qui vient d'arriver, il voudrait savoir. C'est une fille. La salope. La salope. Oh la salope. La salope. Oh la salope. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel, et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la cité médicale humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et salut à tous. Comment ça va, Falsiparum? Eh ben écoute, ça va bien, vu que tu viens de m'imposer une sorte de jeu de rôle non prévu sur le timing, mais c'est visiblement dans la thématique de ton épisode, je crois. Ben, tout à fait. Écoute, aujourd'hui... Je pense avoir reconnu ce dont on parle. Ben, tout à fait, je pense que beaucoup de gens auront reconnu, avec l'introduction, de quoi nous allons parler ce soir. Donc nous n'allons pas parler du film « La vie est un long fleuve tranquille », mais de l'histoire réelle cachée derrière ce film. Parce qu'en fait, le film a été tiré d'une histoire réelle. On s'en est rendu compte en regardant le film, en justement. regardant le film, en montrant ce classique à nos enfants il y a 2 ou 3 semaines, 2 semaines, ouais, c'est ça. Au début des vacances. Juste avant l'enregistrement du précédent épisode. Ouais. Et quelques jours avant, oui. Et en fait, je t'ai dit, mais au fait, tu sais que cet épisode, que ce film est tiré d'une histoire vraie.
Et il y a vraiment un fait divers derrière sur ça. Tout à fait. Et donc du coup, on s'est dit, allez, banco, ça faisait pas partie du tout des histoires qu'on était censé raconter. Et puis en fait, ça nous a bien plu l'idée, c'est un sujet un peu plus léger, du coup c'est plutôt cool. Et quand vous dites à vos frères et sœurs, t'es pas mon frère, t'es pas ma sœur, on n'est peut-être pas si loin de la vérité que ça. Mmh. Ça doit rappeler quelques histoires à certains. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les fratries, sur la paternité. Dans la mère, normalement on est à peu près sûr de la mère, bien que l'histoire nous montre là dans cette histoire que c'est pas forcément si sûr. Mais en tout cas, sur la paternité, il y a beaucoup de flottements. Je sais pas si tu vas en parler ce soir. Je peux en parler un petit peu, ouais, mais pas immédiatement. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, ma mère m'avait raconté qu'elle avait failli être échangée, elle aussi, lors de sa naissance. En 1960, c'était pas coutume à l'école que les pères, à l'époque, que les pères assistent aux accouchements, en général. Ils arrivaient après quand c'était arrivé, quoi. Et en fait, Papy Blood, lui, il a assisté à l'accouchement. Donc, il savait que ma mère était une fille. Sauf qu'on a ramené un petit garçon. Et donc, du coup, il a dit, il y a un petit problème, là. J'ai une fille. Donc, ils ont redonné le mot bébé. Oui, je pense que maintenant, ça a pas mal changé. Il y a plus de témoins, il y a plus de pères, il y a plus de protocoles qui identifient les enfants dès la naissance. Et, on va en parler aussi de ça. Et je pense qu'il y a peut-être moins de possibilités d'échange. Quoique, quand tu regardes dans le film, finalement, les bébés étaient identifiés, si je me souviens bien, oui, là, c'est volontaire, ouais. Avec un petit bracelet, et il y a eu un échange volontaire. Oui, mais là, parce que c'était le film et c'est la fiction. Alors déjà, c'est une fiction, puis c'est surtout que l'histoire dit que ce gynécologue endort les patientes pour pas qu'elles gueulent. Je pense que ça se fait plus forcément, ce genre de choses aujourd'hui, donc c'est plus délicat, on va dire. Tu endors une personne pour des accouchements compliqués, quoi. Tu vois. D'ailleurs, c'est d'autant plus une fiction que je tiens à me dédouaner auprès de notre public nombreux. Désormais, c'est des grossièretés que tu m'as fait dire en lisant le script. C'est un jeu d'acteur et une reprise. Et quel acteur? On fait ce qu'on peut. Allez, on est parti. Je fais mon possible, comme dit Colline, côté sombre. Ah oui, je fais mon possible. Ah ouais. Ah oui, allez écouter ce podcast, il est formidable. C'est ça. Écoute, oui, on est parti. On est parti. Fais-nous découvrir ton histoire. Allez, super. Alors, l'histoire va être assez rapide à raconter quand même si elle a une timeline assez longue, mais j'ai pas trouvé énormément de données. J'ai trouvé pas mal de choses quand même, mais ça a été un peu compliqué de trouver des données, énormément de données en fait. Je trouvais à peu près les mêmes choses partout et c'était assez rapide, on va dire. C'est pas une histoire qui nécessite beaucoup de développement comme on a pu faire avant, quoi. C'est pas quelque chose de trash non plus. C'est horrible pour les personnes qui le vivent, mais voilà, c'est pas quelque chose de trash, quoi. Alors moi qui la connais un peu, mais je pense que je la connais moins que toi parce que je l'ai pas investigué, mais j'ai juste vu passer ça et puis je l'avais dans un coin de ma tête un peu loin quand je t'en ai parlé. J'imagine que c'est surtout la presse quotidienne régionale avec des relais nationaux qui sont un peu des copier-coller. Après il y a eu des relais internationaux aussi. L'histoire a fait un peu de vagues, on va dire. D'accord. Bon, voilà. Écoute, on va voir. Après, j'ai trouvé essentiellement quand même des articles de journaux nationaux, on va dire, et locaux. Après, j'ai trouvé beaucoup mes sources étaient essentiellement sur des archives aussi venant de la ville, du lieu où ça s'est passé. Donc, et quelques journaux type même Paris Match et Le Point. Oui, des relais nationaux. Ouais, voilà, exactement. Et ça se passe où alors ? Alors, l'histoire que je vais vous raconter se passe à Roubaix, dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, anciennement Nord-Pas-de-Calais, département du Nord, 59. La ville se situe à vol d'oiseau à peu près à 93 km de la frontière belge en 1950. C'est toujours le cas d'ailleurs, elle n'a pas pour bouger. Et à 11 km de Lille. Les Belges n'ont pas décidé de conquérir le terrain, voilà.
En 1950, la ville de Roubaix comptabilisait entre 100 000 et 110 000 habitants. C'est entre les deux, parce qu'en fait, le dernier recensement était de 46 et l'autre de 54. Donc j'ai tapé entre les deux, quoi. C'est une ville ouvrière qui s'est construite dès le XVIIe siècle sur l'industrie du textile. Ça a été vraiment une place très très forte de cette industrie. Elle a rivalisé avec les plus grands textiles anglais même. Elle se faisait appeler le Manchester français au XIXe siècle, pour dire que voilà, elle a eu une grosse apogée dans le textile. Mais avec la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale aussi, et la machinerie vieillissante aussi, surtout l'arrivée de produits moins coûteux dans les années 70, disons les textiles qui sont construits dans le qui sont fabriqués dans le tiers-monde, du coup ils ont grandement perdu leur place prédominante dans le textile en fait. La mondialisation, tout ça. Exactement. Bon, c'était pas en 1950, c'était dans les années 70 où ils ont vraiment fait une chute vertigineuse, mais voilà. Dans les années 50, on est encore sur une ville un peu ouvrière. Voilà. C'est une ville qui est pas très riche non plus. À partir de ces années-là, post-guerre et compagnie, parce qu'ils perdent toute leur renommée liée au textile, quoi. Donc l'histoire débute donc à Roubaix, à l'hôpital de la Fraternité à Roubaix. Dans la nuit du 27 au 28 août 1950. Cette nuit-là, Janine Piessé, habitant à Waterloo, qui est un quartier cosu de Roubaix. Je crois qu'on dit Waterloo, on dit pas le S. Waterloo, oui, pardon. Ça, c'est mon côté sud-ouest qui parle, qui rajoute les S. Donc Janine Piessé, qui habite donc dans ce quartier cossu au Clair-Logis. Son mari est contremaître à la lainière, et j'ai pas pensé à regarder ce que c'était, mais vu le nom, ça ressemble à du textile quand même. C'est juste en face de leur domicile. Donc cette dame accouche à 3h30 de son second enfant. La sage-femme, Madame Huyghe, moi je dirais Huyghe, lui annonce que c'est une fille. Grosse déception pour elle. En effet, celle-ci ayant déjà un garçon, elle aurait beaucoup aimé avoir une fille. L'assistante de la sage-femme, comme ça se faisait à l'époque, Madame... On est dans les années 50, en ouais. plus il n'y a pas d'échographie prénatale. Tout à fait, c'est pas une époque où on savait le sexe de l'enfant en avance, hormis si la grand-mère avait posé ses mains sur le ventre et avait dit ça sera un garçon, ça sera une fille. Tu manges du sel, c'est un garçon. Tu manges du chocolat, c'est une fille. Le ventre est en avant, c'est un garçon. Ouais, c'est ça, il est bas, il est haut. C'était les échographies de l'époque. On a connu ça même pour les nôtres, hein, finalement, des gens qui, entre guillemets, prédisaient tout et avant d'avoir la première échographie, ouais, c'est ça. Ouais. Donc la sage-femme, Madame Huyghe, lui annonce que c'est un garçon. Grosse déception, en effet, celle-ci ayant déjà un garçon, elle aurait beaucoup aimé avoir une fille. L'assistante de la sage-femme, Madame Skouropad, procède alors à la première toilette et lui demande son prénom. Il s'appellera Guy et Roger en deuxième prénom. Le même jour, la même nuit, il est environ 5h30 quand Jeanne Wall, soigneuse, née en 1921, alors j'avais pas la date de naissance de l'autre, je n'ai pas trouvé, habitant au 80-25 cours Vroman, quartier pauvre et surpeuplé de Roubaix, avec son concubin Jean-Baptiste de Roc, forgeron. Jeanne. Donc on a identifié un peu notre Madame Duquesnoy et Madame Groseille. Exactement, c'est ça. Jeanne ou Le Quesnoy, pas Duquesnoy. Madame Groseille accompagne. Non, c'est Groseille ça. Oui, la Groseille, oui. Jeanne, accompagnée de la même sage-femme, Madame Huyghe, et d'une autre aide sage-femme, Madame Herbeau, accouche de son second bébé, une fille. Cette fille s'appellera Jeanne comme elle et Louise en deuxième prénom. Donc Jeanne-Louise, collé. Elle aussi avait déjà une fille, elle aurait souhaité un garçon, mais d'après ce que j'ai trouvé, il semblerait que la déception soit quand même beaucoup moins importante que celle de Madame Piessé par rapport à son garçon, qui vient d'arriver, par rapport à Guy. En fait, toutes les deux sont déçues du résultat final, quoi. Ouais, mais elle n'est pas si déçue que ça quand même, Madame Val. Donc un échange serait le bienvenu, c'est ça que tu es en train de me dire? Peut-être. Ok. Donc la sage-femme, là, elle continue son boulot, elle remplit les fiches d'état civil, les deux accouchés sont mis en salle commune en attendant le lever du jour. Donc c'était une époque où il y avait encore des salles communes. Maintenant, les salles communes, tu les vois plus qu'aux urgences, où il y a la salle d'attente, tu sais, générale pour tous les patients avant de passer en box. Mais c'est une époque où il y avait une salle commune en attendant de repartir dans leur chambre.
donc le 28, la déclaration à l'état civil des 2 enfants sera faite. Vers 8h30, les filles de salle, donc les aides, sages-femmes, amènent les accouchés en chambre, la 15 et la 16. À cette époque, les mères restaient longtemps alitées, 1 semaine à 10 jours. C'était une autre époque. C'est pas l'époque du Prado et au bout de 48 heures, rentrer à la maison. Exactement. Je me souviens plus au bout de combien de temps on était rentré pour Falsi. On était rentré très très tôt. C'est avec lui qu'on est rentré le plus tôt. Ouais, il nous avait mis au bout de 48 heures, on était à la maison. Ouais. Donc à cette époque, les mères restaient alitées très longtemps. Les bébés étaient mis en pouponnière. C'était les puéricultrices qui s'occupaient des bébés en fait. Les premiers jours, elles s'en occupaient pas. Quelques jours plus tard, avant la sortie, on démaillote les bébés devant les mères respectives pour faire les premiers bains. Et Madame Piessé, qui assiste à ce premier bain, surprise, elle s'écrie « Mais c'est une fille !» Il y a vraiment un désinvestissement complet de la part de la mère au départ, où tu découvres finalement ton bébé, j'allais dire dans son intégralité quelques jours plus tard. Ouais, mais en fait, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Oui, mais c'est... Parce que le premier levé, comme nous, c'est fait aujourd'hui, tu sais, on fait un premier levé et tout, c'est vraiment très spécifique. À l'époque, c'était pas pareil, en fait. Puis là, elle restait vraiment alitée, quoi. De peau à peau, de trucs comme ça. Ah bah non, ça, c'est pas le genre de truc... Après, peut-être qu'il le faisait à la demande. Mais je pense qu'en fait, ils prenaient les bébés, ils s'en occupaient et les mères se rétablissaient, en fait. Donc elle s'écrit « Mais c'est une fille !» La sage-femme ou l'aide sage-femme qui répond « Oui, et alors ?» On m'a dit que c'était un garçon. Voilà sa réponse. Branle-bas de combat à la maternité. On vérifie toutes les accouchées du même jour. Il se trouve que c'est Madame Wall, qui, elle, a un garçon avec elle, à ce moment-là, et qui est tout aussi surprise, puisqu'elle était censée avoir une fille. À la base. Donc, la maternité et le directeur, Monsieur Van Eyck, à l'époque, proposent immédiatement un échange, puisque ça paraît évident que ce sont les 2 femmes-là qui ont accouché ce jour-là et qu'il y a eu un échange, et donc de restituer le bon bébé à la bonne mère. Madame Wall tend le petit garçon à Madame Piessé. Cette dernière refuse, dans son désir d'avoir une fille. Elle refuse vraiment... Donc elle est surprise, mais pas choquée, en fait. Ouais, c'est ça. Pour elle, c'est en fait, c'est à l'annonce de la naissance que la sage-femme s'est trompée, en fait, si tu veux. Donc ouais, voilà, elle pense que la sage-femme s'est trompée à l'annonce du sexe du bébé à la naissance et qu'en fait c'était vraiment une fille. Comme elle a vraiment un grand souhait. Alors j'ai vu dans une source, mais je l'ai vu qu'une seule fois, donc je l'ai pas énuméré, que elle avait eu une fausse couche 1 an avant d'une fille en fait. Donc voilà. Oui. Mais concrètement, le bébé de Madame Val, qui est un garçon, enfin le bébé qu'elle a dans les mains, il s'appelle concrètement Guy et Roger. Enfin, il s'appelle Guy Roger. À l'état civil, il s'appelle Guy Roger, oui. Donc c'est bien Madame Piessé qui a choisi le prénom de l'enfant que Madame Val a dans les mains, et l'enfant que Madame Piessé a dans les mains, le prénom a été choisi, c'est Jeanne-Louise, tu m'as dit. Oui. Il a été choisi par Madame Val. Oui. Ok. Donc en fait, alors pour le moment, il s'appelle toujours comme ça. Oui, non, mais je veux dire par là, c'est que c'est d'autant plus évident en fait. Oui. Que c'est bien les 2 bébés qui ont été échangés. Oui. Là, il n'y a pas de... Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les bracelets. Ah oui. D'accord, c'était sur... Oui, c'était le... Et à l'affiche où c'était sur les couvertures, il me semble. Ouais, je vois, ouais. Donc elle refuse niette de rendre le bébé à Madame Val, et donc elle s'en va, elle rentre chez elle, elle repart avec la petite fille, qu'elle va nommer Viviane. Voilà. Et Madame Val va repartir avec le petit garçon, qu'elle nommera Henri. Le petit problème suite à cela, c'est que l'état civil ayant déjà été déclaré, on aura un garçon. Oui, parce qu'on doit le faire dans les 3 jours. Oui. Alors à l'époque, je ne sais pas si c'était déjà le cas. Oui, mais j'imagine, parce que là tu disais que il restait quand même quelques jours en pouponnière. Tout à fait, mais en fait la déclaration à l'état civil a été faite dès le lendemain en fait. Donc de toute façon, oui, il y a déjà une inscription. Donc déjà au niveau de l'état civil, ça posera problème parce qu'on aura un garçon de sexe féminin qui s'appelle Jeanne-Louise, que l'on surnomme Henri. Suivez bien. Et une fille de sexe masculin qui se prénomme Guy Robert. Robert ? Non, Guy Georges c'était. Non, tu as dit Guy Roger. Guy Roger. Et qu'on appellera Viviane.
Guy Georges, c'est un autre, mais c'est ça. c'est dans les années 80. non, puis c'est un tueur en série qu'on n'abordera pas dans Medicine City parce que c'était pas un soignant et il a pas vraiment été dans il n'est pas vraiment dans nos tablettes, mais effectivement c'est un tueur en série connu. Donc Guy Roger, et qu'on appellera Viviane. Aucun des parents ne partira à la mairie faire une demande de changement d'état civil. Ils restent tels qu'ils sont. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, alors là je suis en train d'imaginer les nœuds oui, c'est un vrai nœud. dans la tête des gens à l'état civil, parce que bon, il y a des problèmes de déclaration, pourquoi pas, mais c'est quand tu commences à vouloir faire tout au long de ta vie les papiers, de refaire ta carte d'identité, de faire des modifications, des choses comme ça, parce que là on est dans les années 50. Donc une fille qui naît avec un sexe féminin, fille qui naît avec un sexe masculin, qui naît avec un sexe et une biologie masculine, qui s'appelle en plus Guy Robert, mais qui est, je sais pas comment ça s'est passé dans les années 50. Et puis, pour le coup, pour la suite. Alors, ce genre de choses, il n'y a rien qui a été décrit. Ouais. De toute façon, ils ne sont pas posés de questions. Comme les gens ne sont pas allés à la mairie pour poser la question, ils ne se sont pas posés de questions, quoi, si tu veux. Donc, dans la foulée, tout le monde rentre chez soi. La maternité va ouvrir une enquête administrative, quand même, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Sauf qu'il n'y a rien qui va en ressortir, ou du moins, l'enquête administrative n'a pas été sortie publiquement. Alors, il y a plein d'articles qui disaient que c'est probablement les filles de salle, pas la sage-femme, mais probablement les filles de salle. Quand elles ont descendu les mères, elles ont interverti les bébés. Les couvertures, tu sais. En fait, les pancartes. Ouais, tout à fait, parce qu'à l'époque, c'était les pancartes au pied des berceaux. C'est ça. Enfin, oui, puis en plus, il devait y avoir un pas de vague généralisé, je suppose, un peu comme on entend parler actuellement sur... une panique, ouais. Non, mais tu sais, dans les affaires, là, on entend beaucoup parler avec les affaires notamment de l'éducation nationale ou dans les administrations, quand il y a quelque chose qui se passe, l'idée, c'est surtout on enterre le dossier, on n'en fait rien, et puis ça se tassera bien tout seul, et puis tant pis s'il y a des victimes collatérales, surtout pas de vagues. C'est ça. Donc du coup, tout le monde repart chez soi, commence à éduquer les enfants, sauf que Madame Moal, elle et son mari souhaitent récupérer leur enfant biologique, et ils vont tout faire pour se battre pour le récupérer. On part sur le procès. Je t'ai dit, c'est assez rapide, ça se passe en quelques jours, ça, cette histoire. Les Wall de Rock, donc du coup, Wall, c'est Madame de Rock, c'est monsieur, ils n'étaient pas mariés au début, je crois qu'ils étaient juste concubins, puis après ils se sont mariés, enfin concubins, ça n'existait pas à l'époque, mais ils étaient ensemble, puis ils se sont mariés après. Donc souhaitent récupérer leurs enfants. C'est très compliqué pour eux, car ce sont des petites gens, c'est ceux qui habitent le quartier ouvrier, ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'écoute de voix à cette époque, on les écoute pas trop. Alors que les Piécés, eux, ils habitent un quartier pas aussi chic que les Lequenois dans la ville est un long fleuve tranquille, mais quand même plus cossu, moins ouvrier, on va dire. Monsieur Piécé, lui, il a quelques connaissances, il connaît un peu de monde, et comme tu as dit juste avant, l'hôpital ne voulait pas faire de bague et éviter que l'histoire se sache. Ils ne seront donc pas appuyés dans leur démarche de récupérer leur enfant biologique. Les Val de Rock vont quand même commencer par aller à l'aide juridictionnelle de l'époque, mais en fait ils font semblant de pas trop comprendre leur demande. Sauf que sous son air un peu maigrelé, elle avait le teint grisâtre, façon malade, elle était vraiment très très maigre. Madame Moal, elle n'est pas aussi faible qu'elle en a l'air, et elle finit par réussir à convaincre un avocat, maître Diligent, qui plus tard d'ailleurs a été surnommé, il me semble, l'avocat des pauvres. Il me semble. Ce nom me dit quelque chose. J'ai dû entendre voir passer son nom il ailleurs. Il a été maire de Roubaix. Où est-ce que j'ai vu ? Je crois en 2002 ou un truc comme ça. Mais il est décédé depuis. Ok. Donc du coup, c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle réussit à convaincre Maître Diligent que l'histoire juridique va commencer en elle-même. Donc c'est une époque où l'expertise comparative des ADN n'existe pas. On peut pas faire de recherche ADN en fait pour faciliter le truc, sinon il y aurait pas eu d'histoire en fait, si tu veux. Donc la recherche ADN n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'y a donc pas, ce n'est pas aussi simple de faire valoir son droit du sang. L'ADN est connu déjà,
mais pas pour la comparaison. Et puis c'est très 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 succinct, quoi. Si tu veux, Enfin, quand il est en 1950, il est à peine connu. Hein. Oui, c'est ce que je viens de te dire, c'est très Il est succinct. vraiment Il est à peine très connu. biochimiquement connu, à peine. Hein. Donc du coup, pour information, c'est en 1944 que Thomas Avery identifie la substance qui compose les chromosomes, l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Et c'est 6 ans plus tard que Edwin Chargaff découvre de quoi est composé l'ADN, soit 4 types de molécules nommées nucléotides. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et je pense que ça va rappeler beaucoup de choses à beaucoup de personnes du lycée. Les fameuses lettres ATCG qu'on a sur les représentations de l'ADN. Exactement, et en fait c'est vraiment les scientifiques viennent à peine de se mettre d'accord sur l'importance à cette période-là de l'ADN que ça joue dans l'hérédité. Et historiquement parlant, la première apparition du test ADN remonte aux années 70-80, plus 80 d'ailleurs. C'est un principe qui a été découvert par accident en 1984 dans les laboratoires du professeur Alec Jeffrey, un chercheur britannique qui travaille sur l'ADN à l'université de Leicester. Leicester. Mais la police scientifique s'en sert de la génétique. En fait, à l'époque, à Leicester, il y a une... je crois que... c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Avec le premier screening de masse qui a eu lieu... je voulais le noter sur le Patreon, faire un petit truc, mais on peut en parler un petit peu. Il y a eu une affaire, en fait, avec une jeune fille de 15 ans, plusieurs crimes qui ont été dans une localité. Et en fait, ils ont retrouvé il y avait des traces de sperme, je crois, sur les jeunes filles. Et ils ont fait, comme il a découvert qu'il y avait que l'ADN était unique pour chaque personne, il s'est dit tiens, on va faire un premier, on va demander à tous les hommes du coin. Je crois qu'il y en avait. Alors non, c'est presque ça. En 83 et 85, donc il y a 2 jeunes filles de 15 ans qui sont assassinées en Angleterre. Les policiers arrêtent des suspects. Mais il nie avoir commis les crimes. La police, qui est en possession d'échantillons de sperme, contacte elle-même Alec Jeffrey, comme ils ont entendu parler, pour savoir si la méthode peut aider le policier à trouver la culpabilité du suspect. Le labo se met au travail et démontre que les 2 meurtres ont bel et bien été commis par le même suspect. Ah oui, il y avait ça d'abord, oui. Sauf que, coup de théâtre, l'homme arrêté est innocent. Oui, c'est vrai qu'ils avaient un suspect qui s'était déclaré coupable, parce qu'il y a toujours des gars comme ça qui revendiquent les meurtres. Et c'est vrai que lui, il y a eu plusieurs avancées. C'est qu'effectivement, lui, il a attesté que c'était la même individu qui avait tué les 2, et que c'était pas le bon gars. Et que en même temps, en parallèle, et c'est là où j'en étais, c'est que ils ont demandé à tous les types du coin de déposer leur ADN. Et c'est le premier cas, je pense, de screening de masse pour rechercher, en tout cas pour innocenter la majorité des gens et éventuellement rechercher le coupable. Et du coup, l'histoire a fait l'histoire du monde, puisque tu la connais bien. Oui. Voilà. Oui, c'est un truc connu dans l'histoire de la médecine légale. Oui, tout à fait. Donc un petit peu pour finir sur l'histoire de l'ADN, alors on fera quelque chose un peu plus détaillé, on va dire, sur Patreon. Mais après, il y avait, en dehors de l'ADN, il y avait d'autres manières d'identifier les parentés, avec, par exemple, au moins les groupes sanguins, avec des choses qui étaient communes, quoi. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la police scientifique, elle s'est souvent servie de la génétique et notamment de ces types de choses comme le groupage sanguin qui, lui, a été découvert en 1920. Depuis plus longtemps, du coup, pour résoudre les affaires, quoi. Mais l'ADN, ça aide direct, quoi, en fait. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr que maintenant on se pose plus la question. Mais non. Avant, on comparait les descendants comme Mendel comparait ses petits pois, en fait. Oui. En se disant, tiens, il y a telle caractéristique, c'est quand même curieux que bon, c'est comme ça. Donc ça flottait pas mal. Ouais. Alors ensuite, donc le procès qui va se dérouler à Lille a été assez long à mettre en place. Ça, c'était la première fois qu'une telle affaire était portée devant la justice, en fait. C'était peut-être sûrement déjà arrivé, mais c'était toujours bien fini, quoi, en fait. Et tu sais devant quel type de cour c'était ? C'était quoi ? C'était du pénal ? C'est du non, civil. Civil, ouais. D'accord. Donc, il n'y avait aucune jurisprudence, puis surtout qu'il y avait eu des demandes
d'expertise, de contre-expertise scientifique quand même, malgré tout. Donc ça n'a pas été considéré comme un enlèvement de Non. bébé, parce que ça aurait été pour le Non. coup les assises ou... Oui. Alors, donc ça commence par être porté en civil. Le procès se tiendra en 1955, 5 ans après quand même, vu que ça a été compliqué à mettre en place. Après, il y a des expertises scientifiques, des contre-expertises scientifiques sanguines qui ne sont pas concluantes. Alors, j'ai vu passer le docteur Senaï de l'Institut Pasteur qui reprend le dossier. Les experts tâtonnent toujours sur ces histoires d'ADN, quoi, finalement. Je pense qu'ils veulent vraiment utiliser ce système, mais bon, l'analyse ADN et le petit bracelet dont je vous ai parlé tout à l'heure n'existaient pas. Donc, c'est un peu compliqué, vraiment, de mettre en place ça pour prouver. Donc, on fait appel, apparemment, ils ont fait appel à un médecin à Londres aussi, le Dr. Race de l'Institut Lister. Mais on n'a pas de point final à cette histoire de scientifique, on va dire. En fait, ils ont que des preuves circonstancielles. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les témoignages des deux mères. Ils ont le fait que les bébés s'appellent comme les mères, on les ont baptisés quand on leur a demandé. L'état civil qui a été déclaré. L'état civil qui a été déclaré. Ils ont éventuellement le témoignage des soignants qui gravitaient par là. Mais ils n'ont pas de preuves formelles, en fait, pour attester que tel bébé n'est pas... Une preuve hors de tout doute, ils n'ont pas. Du coup, la justice va quand même admettre qu'il y a eu un échange de bébés en mars 56 et qu'il faut procéder à l'échange, mais on ne désigne pas de responsable. On dit juste, il y a échange de bébés, point. Je vous ai parlé du petit bracelet au poignet. Je voudrais vous parler, faire une petite aparté aussi un petit peu plus soignante, on va dire. Donc là, je vous ai parlé de l'ADN. Je vous parle sur l'identitovigilance. C'est un point hyper important dans notre milieu, pour nous et surtout pour vous, les patients qui venez nous voir. Puisque ça a été l'élément déclencheur finalement, la pierre angulaire de cette histoire au final. Parce qu'en fait, il y a un problème d'identification de base et faut le régler. Et en fait, à l'époque, l'identitovigilance n'était pas du tout la même qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que concrètement, on a le credo qui dit qu'on doit administrer le bon soin au bon moment, au bon patient à la bonne dose. Exactement. Et donc, au bon patient, il faut qu'on soit certain que ce soit le même patient, même si il y a deux personnes qui portent le même nom, il y a deux personnes qui sont nées le même jour, deux personnes qui sont entrées au même moment dans un service d'urgence. Voilà, il faut quand même pouvoir identifier de façon précise quelle est la personne que j'ai en face pour savoir si le reste des B, bon médicaments, bonne posologie, bon moment, etc. correspond. Parce que sinon, alors nous aujourd'hui on connaît ça, on sait ça parce que en fait il y a eu des antécédents. En fait, on a tout ça pour nous. Parce qu'en fait, il y a eu des antécédents, il y a eu des erreurs, et pour éviter ça, on a mis en place des choses pour, voilà quoi. Et malgré tout, il y en a toujours. Malgré tout, il y en a toujours. Donc, je suis allée un petit peu, voir un petit peu au niveau, on va dire légal. Donc, sur santé.gouv, comme tu as dit, on voit que c'est les bons soins au bon patient et au bon endroit. Donc, elle est décrite comme l'identitovigilance. C'est un ensemble de mesures mises en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager afin de sécuriser ses données de santé à toutes les étapes de la prise en charge. La bonne identification du patient constitue le premier acte d'un processus qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels de santé impliqués, quelle que soit la spécialité, le secteur d'activité et les modalités d'accompagnement. Depuis le 1er janvier 2021, il y a une identité nationale de santé, INS, qui lui est propre et qu'elle partage avec l'ensemble des professionnels de santé et qui le prennent en charge. On parle toujours ici du patient. Ça comprend différentes données permettant une identification fiable de chaque patient. On a un matricule qui s'appelle INS qui a pour valeur le NIR. Alors, c'est numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE ou le NIA, numéro d'immatriculation d'attente de l'usager. On a les traits INS qui comprennent le nom de naissance, le prénom, le sexe, la date de naissance et le code INSEE du lieu de naissance de l'usager. Et enfin, l'identifiant de l'organisme qui a attribué l'INS. D'ailleurs, au-delà de ça, donc ça c'est un numéro qui est attribué à chacun, et au début de chaque séjour, je vais le dire. Ah pardon. Vas-y, je te laisse. Là, je pose un petit peu le cadre un peu légal. Et après, voilà.
Pour garantir une bonne appropriation de l'INS, le ministère a défini avec les professionnels concernés un référentiel national d'identito-vigilance. Celui-ci rassemble les règles et les recommandations à respecter par l'ensemble des acteurs, en ville et au sein des établissements de santé et médico-sociaux, pour toutes les étapes d'identification du patient dans son parcours de soins, la recherche d'antériorité, la création d'une identité numérique et la modification d'identité. J'ai fini un petit peu le côté un peu chiant de l'idée. Je vais vous faire Là, c'est du réglementaire. Ouais, voilà, c'est du réglementaire. D'ailleurs, dans tous les hôpitaux ou les lieux de soins, vous trouverez, on a toujours nous, en tant que personnel soignant, des fiches de récap, en fait, accrochées au mur pour dire l'identito-vigilance, et aussi pour les patients, pour expliquer pourquoi on leur pose des questions. Donc nous, en fait, un patient, quand il arrive à l'hôpital, ce que tu allais dire, du coup, la première chose qu'un soignant va faire en vous voyant, c'est vous demander carte d'identité, carte vitale quand vous arrivez aux urgences, par exemple, ou à l'accueil des trucs, mais c'est pas ce qui est le plus important. Et il va vous demander de vive voix votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, et vous poser un bracelet d'identification. Sachant que c'est une question ouverte. Non, c'est fermé. Non, si, c'est ouvert. C'est pas, est-ce que vous vous appelez bien Falciparum, né le 17 janvier 1910 à Metz? C'est pas comme ça qu'on pose la question. On demande nom, prénom, date de naissance. Il faut que ça soit la personne qui réponde. Parce que le nombre de fois, et ça j'imagine que ça t'est déjà arrivé, que tu demandes à une personne qui est douloureuse, qui est un petit peu... Vous vous appelez bien Bloody Nurse et la réponse... Oui, alors que non, en fait, Bloody Nurse, c'était la voisine, et que la personne, elle n'a pas entendu, enfin voilà, elle pour dit tout oui, un tas de oui. raisons, oui, elle comprend pas, elle n'entend Exactement. pas, elle a Il y a pas, toujours un million elle de est raisons. perturbée par autre chose, elle porte bien ce nom-là, mais en fait c'est pas la bonne personne parce qu'il y a un homonyme, c'est pas, voilà, et ou alors il y a aussi le fait de vouloir passer devant quelqu'un d'autre. Oui. On est en salle d'attente commune et puis on se dit je vais entrer dans le cabinet et puis il se passera bien quelque chose, le médecin s'en rendra bien compte, etc. Et donc Ouais. c'est ça. Donc ça, c'est hyper important, et sachez que chaque nouveau soignant que vous êtes censé rencontrer, même si ça fait 2 secondes que vous avez posé la question, doit vous poser cette question. C'est médico-légal. On est obligé de le faire, c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a très souvent des rappels, des piqûres de rappel dans les services, ou même des formations sur le sujet d'ailleurs, sur l'identito-vigilance, parce que c'est vraiment hyper important. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec le mauvais traitement, vous allez vous retrouver avec le mauvais bébé, vous allez vous retrouver avec un bras coupé alors que vous veniez pour une écharpe dans le doigt. Donc c'est quand même dommage. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez systématiquement dans tous les lieux où des soignants vous prendront en charge. Par exemple, le don du sang à l'EFS. On vous pose cette question tout le temps. Et alors, ça peut agacer beaucoup de gens. J'y ai travaillé. Et c'est très souvent, en 1 heure de temps, on demande au moins 3 fois. Tu as le secrétariat. Ensuite, tu as la personne qui va te faire l'entretien. Et au moins la 3e personne qui est l'infirmière qui va te prélever. Qui te demande une ou plusieurs fois. Parce que c'est en fait pas rare finalement qu'au moment du prélèvement, moi je suis donneur de sang régulier finalement, au moment où tu t'assois sur la chaise, puis finalement après au moment où il te pique, oui. Je pense que je dirais oui plusieurs fois après. En fait, c'est à chaque moment on pose la feuille pour X ou Y raison, la feuille d'identification, et là, qu'on la reprend. Quand on va donner son sang, on n'a pas le bracelet d'identification. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on redemande. Alors il y en a que ça agace, mais même si c'est la même personne, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est déjà arrivé que la personne on pose la feuille parce qu'on a fini de piquer, on a mis en place machin et tout. On reprend la feuille pour... Vivement qu'on ait des puces implantées dans les avant-bras pour... Ouais, on a déjà avec le vaccin. C'est vrai. Oups. Non, mais c'est déjà arrivé que la feuille tombe, par exemple, et en fait, si tu veux, il y a un autre donneur qui ramasse, et il met sa feuille sans s'en rendre compte. Oui. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, bon, on évite. Donc, ça peut embêter beaucoup de gens parce qu'on demande à plusieurs reprises en 1 heure de temps ça, mais c'est vraiment hyper important. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important, l'identito-vigilance. Et d'ailleurs, c'est ce qui a posé problème dans cette histoire.
On va revenir un petit peu à l'histoire. Donc, 1956, mars 56, la justice admet qu'il y a eu un échange de bébés. Il faut procéder à l'échange, mais il n'y a pas de coupable désigné, pardon. La presse s'empare du sujet et se demande comment la petite Viviane, qui a vécu dans un milieu cosy, a été choyée, beaucoup de jouets, elle va pouvoir survivre dans ce milieu ouvrier surpeuplé de la famille Val-de-Roc. Le jugement, lui, est exécutoire. Tout en gardant un droit de visite, les 1er et 3e dimanches du mois, ainsi que les 2e et 4e jeudis, chaque enfant est censé retourner chez leurs parents biologiques. Donc Henri retourne chez Madame Piessé et Viviane est censée retourner chez Madame Wall. Les Piessé, eux, refusent de récupérer Henri. Cet enfant non revendiqué par aucune famille et la famille Piessé fait appel de cette décision. Ils veulent pas Henri, ils veulent juste Viviane en fait. Wow. Ouais, c'est terrible pour lui. D'ailleurs, c'est pour ça que la presse et nationale et internationale s'en mêle, parce qu'en fait, si tu veux, il parle de Viviane qui doit repartir chez elle et de Henri qui, le pauvre enfant, personne n'en veut. Donc c'est un peu compliqué. Oui. Oui, c'est. J'imaginais pas ça comme ça en fait. Mais là, on a vraiment. En fait, ça me fait penser à un reportage que j'ai vu il y a vraiment pas très longtemps sur ces familles américaines qui adoptent des enfants et, oui, tout à fait, oui. et qui en veulent plus et qui à un moment se disent je veux juste m'en séparer en fait, je m'en fiche de son destin, j'en veux pas. Ouais. Et en fait personne n'en veut et on a un enfant au milieu qui souffre. Et j'étais sur cette Puis en plus à cette époque on s'en foutait un petit peu. Oui, ça c'est sûr, mais c'est triste quand même. Ouais. Donc du coup, comme la famille Piessé le refuse, dans un premier temps, il va rester avec la famille Wall-de-Roc, et ainsi que Viviane, sa sœur, entre guillemets, qui n'est ni sa jumelle, ni sa véritable sœur, en fait. Le jour de l'appel, en 1957, à Douai, là cette fois-ci le procès va se dérouler à Douai, chaque mère supplie, chacune à son tour, d'avoir la garde de leur propre enfant, de cœur ou de sang, puisque du coup Madame Piessé veut l'enfant de cœur, tout en disant que c'est son enfant de sang, hein, bien sûr. Et le juge ne met pas son arrêt en délibéré, il fait un fait exceptionnel pour la justice, du moins à cette époque-là, il tente une conciliation. Oh. Donc, la conciliation n'est pas immédiate. Tout le monde se retrouve le 25 janvier 1960 à huis clos. Le jour de l'appel, c'était en 59. Je suis trompée. Tout le monde se retrouve le 25 janvier 60 à huis clos et l'audience durera 5 heures. Donc, les magistrats à ce moment-là vont proposer un jugement définitif, mais en mars. Et en attendant, donc la conciliation, on propose aux Piessé de prendre Henri 1 mois à l'essai. Donc les Piessé doivent prendre Henri à l'essai. C'est horrible comme... C'est horrible, ouais. Ils acceptent à contre-cœur. Henri fait connaissance avec ses 2 frères aînés, sage et propre apparemment. Aucun atome crochu, encore moins avec Madame Piessé qui, elle, est très 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 indifférente avec lui. C'est un échec complet. Henri est décidément... On a du mal à l'apprécier, Madame Piessé, quand même. On a beaucoup de mal à l'apprécier, ouais, tout à fait. C'est pas du... Elle n'est pas aussi attachante que Madame le Quesnoy. Elle n'était pas hyper attachante dans le film. Mais là, elle est quand même un peu antipathique. Ah ouais, complètement. Sur ça, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, du côté des Roc, le premier jour, Viviane refuse de partager ses repas parce que maman m'a interdit de manger. Donc déjà en plus elle a dit à Viviane, tu comprends ou pas? Et en fait donc si tu veux, Henri reviendra chez Wall-de-Roc le 28 février, très rapidement. Alors, à partir de là, que mes dates ne sont pas du tout concordantes entre les articles que j'ai trouvés et la fin, entre guillemets, de cette histoire. Cette histoire, certaines dates me disent que l'histoire s'arrête en 1960, alors que les enfants ont 10 ans, et d'autres me disent en 1964. Vu la justice française, on va dire, et
De toute façon, les enfants sont pas décédés à l'âge de 10 ans, donc ça va continuer. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais plus tendance à croire en 1964. Enfin, voilà, c'est toujours très long, la justice, qu'elle soit française ou pas, de toute façon. Donc de ce que j'ai retrouvé, qui est à peu près pareil pour tout le monde. Donc, Madame Piessé, après un droit de visite qui n'aurait pas été respecté, elle ressaisit la justice et tout le processus repart de zéro. Donc, le jugement repart en 1964. Et là, ça sera le dernier, oui. Oui. Il sera émis que Viviane, 14 ans, sera officiellement reconnue comme la fille de Madame Walderock. D'accord. C'est officiel. D'accord. Henri, quant à lui, est reconnu officiellement comme le fils de Madame Piessé, mais restera chez eux puisque Madame Piessé ne veut pas le récupérer. Donc finalement, Piessé a aucun enfant. Oui. Enfin, elle a son premier enfant, mais du coup, elle perd tout, et Madame Walderock récupère 2 enfants. Oui, exactement. Et eux, ils veulent bien garder Henri puisqu'ils l'ont éduqué. Il me semble qu'il y a un petit peu d'amour quand même dedans. L'histoire nous dit qu'ils s'entendent à merveille apparemment. Ils ont voulu vivre ensemble et tout, donc nickel. Ça se passe bien, donc c'est tant mieux pour eux. En 64, Madame Piessé dira qu'elle ira en cassation, qu'elle ne se laissera pas faire. Sauf que, entre-temps, en 1965, elle accouche d'un nouvel enfant de sexe féminin qu'il va lui faire, alors pas vraiment arrêter toute procédure, mais ralentir les procédures, puisque son besoin de fille a été un petit peu contenté par ce nouveau bébé. Ça fait caprice de gamine quand même, hein. Écoute, c'est comme ça. Après, il n'y aurait pas eu un bon film s'il n'y avait pas eu cette histoire. Non, on est d'accord. Donc du coup, les Walderock auront élevé les 2 enfants ensemble à Roubaix, puis ils seraient partis vivre ensuite en Vendée. On n'a pas d'histoire, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ces enfants. Il y a vraiment très peu d'informations. Pareil pour Madame Piessé. Enfin, l'histoire, la famille Piessé. Voilà, la seule histoire qu'on ait sur la suite, c'est la célèbre histoire de La vie est un long fleuve tranquille avec les groseilles et le Quesnoy. Le Quesnoy d'Étienne Châtillet, qui est de Roubaix lui aussi. Et en fait, voilà, mais après, alors l'histoire est vraiment poussée dans le film, quoi. C'était pas aussi marqué. C'est sûr qu'ils en ont fait. Mais il y avait bien une histoire des pauvres et des riches qui. Ils en ont fait forcément une trame fictionnelle et développé toute une histoire par rapport à ça. Et d'ailleurs, qui a eu un certain succès parce que je pense que c'est un film que toute notre génération connaît. Peut-être un 88, le film. Peut-être un peu moins les toutes nouvelles générations, quoique tu vois, on l'a montré à nos enfants pour qu'ils connaissent. Mais je pense que en particulier à cause de cette de l'histoire, des musiques et de quelques petites. La salope. Oui, puis mercredi c'est ravioli ou des trucs. Mais madame, je vous jure. Voilà, Thérèse ne jurait pas. Ça fait partie des classiques de notre génération, c'est sûr. Et donc oui, c'est une histoire assez connue. Et j'avais lu moi, et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais su qu'il y avait une histoire derrière le film. J'avais lu que justement parce que Étienne Châtillet était, alors je savais pas s'il était de Roubaix réellement, mais en tout cas un jour où il est passé à Roubaix, il avait dû voir un titre de la presse qui était affiché, ou alors il se souvenait d'avoir vu ça pendant qu'il était un peu plus jeune dans la ville, et il avait écrit, il avait pensé à ce scénario-là, quoi. Ouais. Et on ne sait pas du tout. Parce que parfois il y a des des critiques de la part des acteurs, enfin des vraies personnes du film. On n'a pas non plus le retour de ça. Non. Ils sont juste perdus dans la nature. Oui. Et chacun dans son point. Cette histoire était un peu compliquée pour moi à faire parce que si tu veux, il y avait beaucoup de, et puis c'est le garçon, c'est la fille, ça a été pas beaucoup d'informations, et de faire le tri dans ces informations, ça a été un peu compliqué. Ouais, j'imagine. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez à peu près tous compris quand même comment ça s'est passé. C'est moins folichon que
que la vie est un long fleuve tranquille, mais c'est très sympa quand même, quoi. L'idée de ça, quoi. Sur ce, l'histoire est finie, mais du coup, comme c'était un petit peu court, je suis allée un peu chercher des petites histoires du même un peu acabit. Je pense qu'il y en a des tas. Ah ben il y en a des tas, bien sûr. Alors j'ai essayé de trouver on va dire après pas des forcément statistiques des échanges à la naissance, mais j'ai essayé de trouver des statistiques là-dessus, j'ai rien trouvé ni au niveau français ni international, enfin bon, peu importe. J'ai rien trouvé là-dessus, c'est très compliqué, hein. De toute façon, il y en a plein qui passent à la trappe. Ça dépend si t'es pays développé comme ici, ou à une certaine époque, si c'est un vol de bébé, enfin tu vois, un échange volontaire, enfin voilà. Parce qu'il y a des échanges volontaires ou des récupérations d'enfants qui présentent pas de tares apparentes ou de monstruosité au sens médical du terme. Je pense que ça s'est toujours fait, et 2, ça se fait toujours dans un certain nombre de pays où justement on n'a pas développé les principes d'identité-vigilance et d'unicité de la personne. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi qu'aujourd'hui, le père est quasiment, je dis pas à 100%, mais le père ou un accompagnant, il y a toujours quelqu'un qui accompagne la maman. Enfin, ça arrive qu'il y ait des mamans qui viennent toutes seules, hein, bien sûr. Mais maintenant, il y a une présence paternelle ou familiale ou amicale avec la personne en général. Faut juste que le père il tombe pas dans les pommes. Oui, voilà. Mais c'est vrai que pour nos 3 enfants, à chaque fois, moi j'étais présent, quoi. J'étais présent, et il y a pas une seconde où on aurait pu échanger le bébé. Et en plus de ça, t'es pas tombé dans les pommes. Et en plus de ça, je suis pas tombé dans les pommes. T'as presque failli faire une asphyxie, mais c'est pas la même chose. C'est ça. Il y a les bracelets maintenant qui sont mis automatiquement. Ouais. La documentation des soins, c'est-à-dire que la traçabilité, on trace tout maintenant. Tous nos soins sont censés être tracés, donc c'est pas comme docteur Mechtilbar qui ne traçait rien, et aujourd'hui c'est plus possible. Maintenant avec les téléphones portables, on fait la photo direct à la sortie du bébé. Donc du coup, tu as la trace physique du bébé. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué, en tout cas dans nos pays. Donc, puis, quand bien même on aurait un doute, maintenant, effectivement, une analyse ADN trancherait rapidement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites histoires dans d'autres pays aussi. Donc c'est des histoires très rapides que j'ai trouvées sur tf1.fr. J'ai pas la véracité, mais bon, je me dis que TF1 c'est quand même connu, ils doivent à peu près vérifier leurs sources. Donc bon, voilà, mais je les ai trouvées sympas, donc du coup, voilà. Tu nous feras un épisode bonus dans l'épisode. Voilà, c'est ça. Donc, la Russie, 2 petites histoires. Donc, la première, en mars 2007, une infirmière qui s'occupe de 2 nouveau-nés, l'un russe, l'autre tchétchène. Elle inverse les couvertures qui ont été faites par la mère du petit russe avec celle du bébé tchétchène. Donc, les bébés sont donnés à leurs parents en fonction du nom figurant sur les couvertures. Chacun rentre chez soi sans vérifier le nom inscrit sur le petit bracelet, lui, qui était déjà présent. Jusqu'au jour où, 18 mois plus tard, l'une des mamans tombe sur le petit bracelet. Ah tiens, le petit bracelet c'est mignon, je vais le mettre dans la boîte, tu sais. Sauf qu'elle se rend compte que c'est pas le bon. Des tests ADN sont faits et confirment qu'il y a eu échange de bébés. Chaque bébé a été rendu à sa famille biologique et la maternité a été contrainte de payer 3 400 € à la mère russe qui, elle, avait porté plainte. Et l'infirmière a été licenciée. Voilà, fin de la première histoire. Une petite histoire en Russie, toujours, fin 2013. 2 femmes portent le même prénom. C'est un classique, ça aussi. Lyudmila. Elles accouchent au même moment dans une clinique à 1000 km de Moscou. L'une d'elles remarque que l'autre enfant est le portrait craché de son plus grand garçon, mais elle dit rien. Plusieurs semaines plus tard, le doute ne la quitte pas. Elle décide de procéder à des tests ADN qui confirment ce qu'elle pense. Son enfant n'est pas le sien. Elle se bat avec l'autre mère pour que la clinique admette son erreur. Il faudra attendre 102 jours pour que chacune retrouve son enfant biologique. Les 2 de Lyudmila se sont promis de toujours rester en contact. On part en Afrique du Sud, en 2010. C'est quand même des histoires qui sont très récentes, toutes quand même. En 2010, 2 mères sud-africaines qui sont rentrées chez elles avec une fille
chacune sont entrées avec une fille et qui n'était pas la bonne. Échange de bébé, quoi. Bon, on est là pour ça en même temps. 3 ans après l'accouchement, elles s'en rendent compte alors que l'un des pères demande le divorce et dit cette fille c'est pas ma fille. C'est de postulat que c'est parti. Les tests ont donné raison à ses impressions. La fillette n'était pas sa fille, mais pas celle de la mère non plus. Ah, mais j'ai entendu parler de cette histoire. Oui. Et oui, il était persuadé que la femme l'avait trompé, et en fait, sauf que en fait non. Il a donné le test ADN en preuve de la tromperie de sa femme, qui était persuadée, elle, de ne l'avoir pas trompé. Oui. Après, là, pour le coup, ça peut être parole contre parole, oui. mais voilà. Et au final, elle avait raison, elle l'avait pas trompé, mais c'est la maternité qui lui avait filé un autre enfant. C'est ça. Et l'autre famille ne souhaite pas rendre l'enfant qu'elle a élevé pendant 3 ans aussi. C'est un centre juridique pour enfants qui devrait trancher cette histoire. Alors, pour information, là on parle de test ADN. Test de paternité, pardon, excusez-moi. En France, le test de paternité comme celui réalisé en Afrique du Sud n'est pas autorisé car la justice française souhaite la paix des familles. Oui, je crois que c'est inscrit à peu près tel quel dans la loi. C'est la paix des familles, ça s'appelle la paix des familles. Il n'y a pas vraiment de chiffre précis. Donc je préfère pas trop dire de bêtises, mais tout à l'heure quand on a un petit peu discuté, toi tu parlais de 1/3 des enfants qui seraient pas du c'est père. Le chiffre qui traîne depuis des années un peu mais près c'est du oui-dire, donc du coup bon, il y en a quand même quelques-uns. Donc le législateur souhaite protéger la famille, refusant que le tout génétique régisse la filiation. Le seul moment pour réaliser le test de paternité, parce qu'on peut le faire, c'est dans le cadre d'une action en justice avec le consentement préalable de la personne concernée. Après sa naissance, bien sûr, on ne peut pas faire ça en intra-utérin. Et c'est autorisé par les lois bioéthiques de 1994. Sachant qu'en France, on a en plus une politique hyper restrictive de prélèvement et d'analyse génétique et de conservation et de consentement, et que on est loin d'être accessible à certaines latitudes qu'ont d'autres pays où il suffit de mettre un coton-tige et puis d'envoyer un labo, quoi. Tout à fait. Voilà. L'Argentine. On passe à l'Argentine. L'été 2013, 2 nouveau-nés ont été séparés de leurs mères respectives pendant 3 semaines. Pourquoi ? Peut-être pour les premiers soins, ou elles allaient pas bien, je ne sais pas. Après ça peut être de l'arrêt à néonate. Ou peut-être de l'arrêt à néonate, tout à fait, oui. 3 semaines, ça fait quand même beaucoup pour un accouchement standard. Tout à fait. Oui, après éclampsie ou tout. Ouais, mais en général, c'est pas 3 semaines quand même qui restent. Non, mais si t'as un accouchement prématuré, un grand prématuré... C'est ça. Après les accouchements, les infos données aux mamans ont changé à plusieurs reprises. C'était pas toujours les mêmes infos qu'on leur donnait. Donc, elles expliquent à l'hôpital qu'il y a un problème, quoi. Et en fait, l'hôpital leur dit non, c'est vous qui avez mal compris ce qu'on vous a dit, en gros, si tu veux. Après, le truc le plus évident, c'est sûr que si t'annonces une fille et que t'as un garçon à la fin, ou l'inverse, comme dans notre histoire, c'est sûr que tu te poses plus de questions. Pour le reste, c'est plus difficile parce qu'un bébé ressemble quand même à un autre bébé. Tu prends deux nourrissons filles ou 2 nourrissons garçons. Après les différences, ça peut être sur la coloration de la peau, sur la quantité de cheveux, parce qu'il y a des nourrissons qui naissent avec plus ou moins beaucoup de cheveux, qui sont plus ou moins colorés, les yeux aussi. Mais pour le reste, t'as pas grand-chose comme ça. Donc après cette croisée, lors d'une visite médicale, ces mères persuadées de ne pas élever le bon enfant ont décidé de se manifester auprès de la justice. Test ADN effectué. Elles ont raison. L'enfant qu'elles couvaient chacune d'amour depuis plus de 20 jours n'était pas le leur. Voilà. Donc ils ont repris leur bébé respectif. Italie. L'avant-dernier. 3 août 2013, une mère accouche de jumeaux après une fécondation assistée en Italie. Mais à 3 mois de grossesse, suite à des tests pour déceler les problèmes génétiques, on lui indique que les enfants qu'elle porte ne sont pas les siens, donc ceux de la mère, pas ceux du père, mais ceux d'un autre couple.
Selon la presse locale, l'erreur de l'hôpital à l'origine de cet échange d'embryons serait due à une presque parfaite homonymie entre les deux couples. Mais lors de l'accouchement en août, les parents biologiques des jumeaux ont saisi la justice afin de récupérer les nouveau-nés. La juge reconnaît le drame humain des parents biologiques qui s'étaient tournés vers l'hôpital pour donner satisfaction à leur droit à la procréation. Mais selon l'ordre italien, les enfants sont ceux de la mère qui les met au monde, a-t-elle argué. Elle a souligné aux parents biologiques qu'ils pourraient seulement avoir droit à un dédommagement. Les deux couples ont donc demandé réparation à l'hôpital pour cette grave erreur. Voilà. La dernière histoire est la meilleure. On commence à voir des histoires comme ça de revendications d'enfants de la part des mères porteuses, des mères biologiques, des mères... C'est pas simple, ces histoires. Oui. Et pour le coup, c'est pas simple. Et puis en plus, il y a, même si les partisans ou les défenseurs de la gestation pour autrui ou des dons de gamètes ou des choses comme ça disent le contraire, il y a quand même dans un certain nombre de cas une exploitation du corps des femmes. Il y a pas très longtemps, c'est sorti cette semaine je crois, il y a une histoire d'une ferme, ils appelaient ça comme ça, où des femmes étaient maintenues prisonnières, kidnappées, maintenues prisonnières, et en fait on leur prélevait à leur, contre leur volonté chaque mois leurs ovocytes, et pour justement les mettre dans le circuit du commerce. Donc forcément après. Ça me rappelle la série Handmaid's Tale, ouais, voilà. La servante écarlate. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, il y a des zones grises derrière. Et quand il y a des zones grises, forcément, il y a des gens qui les exploitent et des gens qui tombent dans les pièges ou qui se font avoir, quoi. C'est des histoires moches. Oui. Ça. Parce que là, on touche au bébé, donc c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Et enfin, ma dernière histoire, en France. 9000 bébés échangés par une infirmière dans les maternités françaises. L'histoire se déroule en 2017, ce qui est assez récent. Un site internet relaie cette information d'une infirmière diabolique. Alors, cet article écrit: c'est un énorme scandale qui agite en ce moment différents hôpitaux français. L'ex-infirmière Marine G a été mise en examen à Paris. La police la soupçonne d'avoir échangé plus de 9000 bébés dans plusieurs services de maternité à travers l'Hexagone. Des milliers de familles sont concernées. L'infirmière diabolique échangeait les enfants dans les services de maternité, profitant de toutes les occasions pour soustraire le nouveau-né à la surveillance parentale dès les premiers instants de vie. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est hautement improbable. 9000, c'est quand même énorme, quoi. Ouais. C'est un faux, c'est un hoax. Tout à fait. Cette info a été relayée par un site internet parodique, secretnews.fr, connu. Il revendique son côté parodique, ce site. Il revendique le fait de créer des canulars 100% putaclic. Ouais. Voilà, et est relayé par un site. Cette histoire a été relayée par un site Attrape-Clic qui font de l'argent avec des publicités, tu sais. Je vois. Donc comme ça a été relayé par ça, ils ont réussi leur coup. Puisqu'après sa diffusion en avril 2017, pas moins d'une dizaine de sites non parodiques ont relayé l'info sans en vérifier l'authenticité, et des milliers d'internautes partagent l'information à leur tour, etc., etc., etc. Mais je pense que il y a des gens qui forcément tomberont dans le panneau de ce genre de truc. Moi, tu vois, quand tu m'annonces ça, bon, je faisais les gros yeux et j'attendais que t'aies fini pour tu te voir. doutais bien de l'idée. Mais en fait, il y a des trucs qui font tilter. Tu parles de 2017. Alors, il y a des trucs qui clochaient d'emblée. C'est 2017. Une infirmière qui est... alors, il y a de moins en moins d'infirmières en service déjà. On est en France, donc dans les maternités, il y a de moins en moins d'infirmières. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Ouais, mais c'est... Voilà... Donc, il faudrait qu'elle ait tourné... Pour nos auditeurs, ce sont des sages-femmes. Voilà, il faudrait qu'elle ait tourné dans beaucoup de maternités, parce que 9000, ça fait quand même une grosse, un gros débit,
Il faudrait qu'elle ait tourné dans beaucoup de centres, parce que tu peux pas faire ça dans un ou deux centres. Faut savoir que les plus grosses maternités françaises, je pense que la plus grosse maternité c'est celle de Mayotte, Mamoudzou. C'est pas Saint-Laurent-du-Maroni? Alors Saint-Laurent, je crois que ça doit être la troisième. Cayenne, c'est la seconde. Parce que Saint-Laurent, ils ont Saint-Laurent, ils ont Suriname à côté, donc. Ouais, mais ils doivent être. Mais je pense que la maternité de Mayotte doit être à peu près à 9000 naissances annuelles. Donc ça voudrait dire tous les bébés d'une seule maternité, voilà. Ou alors il y a beaucoup de maternités qui sont aux alentours de 500 000 accouchements annuels, quoi. Mayotte, ouais, c'est ça. Et donc 12 000 naissances. Ouais, tu vois, 12 000. Donc ça correspondrait à faire les trois quarts de l'activité en échange de bébés. Donc c'est de l'industriel. Ou alors de tourner dans énormément de maternités pour faire ça. Donc le chiffre de 9000 ouais, c'est juste improbable, quoi. Il était improbable. Il est d'autant plus improbable qu'en 2017, comme on a dit, il y avait déjà toutes les mesures de protection et d'identification et de vigilance. C'était improbable parce que c'était une infirmière seule qui agissait et qui se serait fait repérer, parce que c'est quand même des endroits... Alors, 9000, ça se serait quand même su au niveau de la presse écrite, quoi, en plus. Ouais. Enfin, les gros journaux nationaux, quoi. Et en fait, alors, un cas comme ça, tu pourrais sur des années le diluer et puis en faire peut-être quelques dizaines, peut-être, tu vois. Ouais. Mais pas en maternité. Ah ouais, en maternité, autant tu vois, que des gens, on parlait dans le cas précédent de gens qui tuent des patients en service ou qui les intoxiquent, qui les empoisonnent, etc. Ça me paraît beaucoup plus crédible à des niveaux, j'allais dire presque industriels, et encore l'industriel commence à quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, c'est impossible. C'est impossible sans être vu. Donc c'est pour ça que je j'y ai pas cru non plus, hein. Et c'est pour ça que tout de suite j'ai pensé à un que c'était un fake, hein. Voilà. Et puis comme disait Victor Hugo, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Comment J'allais dire justement, méfiez-vous des informations que vous voyez sur internet, comparez, allez chercher des sites qui sont, on va dire, reconnus pour leur véracité, qui vérifient leurs informations. Alors c'est toujours très compliqué, mais vérifiez, enfin vraiment vérifiez. Tu vois, d'habitude tu dis méfiez-vous des rues sombres. Là c'est méfiez-vous de ce que vous lisez sur internet, quoi. C'est hyper important de bien vérifier. D'ailleurs c'est pour ça que ça a été compliqué pour moi de faire cet épisode, parce que je voulais des sites qui soient, enfin des sources sûres, quoi. Le plus fiable possible, c'est sûr. Et c'est vrai que voilà, j'avais certaines sources qui tu te dis bon, c'est pas forcément une source sûre, quoi. Donc voilà. Il y a quelques années de ça, j'avais donné une formation justement sur l'identitovigilance. Et en fait, j'évoquais dans la trame de la formation une vieille affaire que je t'ai évoqué tout à l'heure. Je sais pas si tu la connais ou si les auditeurs la connaissent. C'est celle de Martin Guerre. Oui. Que j'invite les auditeurs. Alors c'est pas du tout dans le sujet de Medicine City, puisque Martin Guerre n'était pas un soignant, n'a pas tué de patients, n'a pas usé de sciences médicales ou biomédicales pour agir. Mais c'est une vieille affaire de droit français où il y avait justement une usurpation d'identité, où il y a eu justement quelqu'un qui s'est fait passer pour Martin Guerre. Martin Guerre était parti à l'armée, il a laissé son épouse, et il y a un gars du village d'à côté qui en a profité pour venir occuper sa place, littéralement, puisque pendant quelques années il a vécu avec son épouse, il a fait même des enfants, etc. Et en fait, les quelques proches ont commencé à se poser des questions sur son identité réelle, et ça a fait toute une histoire, tout un procès retentissant. Oui, elle est connue, cette histoire. Oui, elle est très connue, et elle est très connue parce que elle a laissé des traces dans la justice française. Elle a fait l'objet d'œuvres de fiction et puis d'analyses plus tard. Faut savoir qu'un des avocats célèbres dans le procès, c'était Montaigne.
lui-même, Ouais. et qui en a parlé dans ses essais d'ailleurs. Et donc j'invite les auditeurs, pour aller un peu plus loin sur ces histoires d'identité, de modification d'identité, d'usurpation d'identité, etc. De se rappeler ou d'aller voir un peu cette histoire de Martin Guerre, et comme quoi ça remonte à très très loin, hein, les histoires de nécessité d'avoir la bonne identité, de la bonne personne au bon moment, et voilà. Et puis sinon de regarder de nouveau La vie est un long fleuve tranquille. On s'est régalé. Voilà. Et les enfants aussi d'ailleurs, ils ont beaucoup aimé. Ouais. Même si ça a un peu vieilli quand même. On sent quand même le film de la fin des années 80, c'est pas ça, c'est plus les standards actuels. Ouais, mais c'est comme une Madeleine de Proust, tu sais, ça a une saveur particulière ce film. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est cool de le revoir, quoi. Quelque chose à nous dire sur l'épisode ? Sur celui-ci, non. Ouais. Non, sur celui-ci, non. Ok. Merci à tous pour vos retours, vos écoutes de nos épisodes. On commence à avoir de plus en plus d'écoutes. Plutôt sympa. Ok, on fait pas ça pour ça, mais bon, c'est quand même sympa quand même de voir que c'est, pour l'instant en tout cas, apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, Ocha, Deezer, toutes les autres. N'hésitez pas aussi à nous laisser des messages, des commentaires, un max d'étoiles, de pouces bleus, de ce que vous voulez. Ça, c'est sur YouTube, des pouces bleus. Même si vous voulez nous dire merde, allez-y, quoi. C'est ça. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, nous sommes la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, nous sommes Medicine City Podcast. Et sur TikTok, nous sommes Medicine City Pod. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur le prochain épisode, Falciparum ? Oui, il est déjà en phase d'écriture bien avancée. On va bientôt l'enregistrer, je pense. Qu'est-ce que je peux vous en dire sur cet épisode ? Je vais vous parler. Allez, je vais comme faire ton truc un peu plus haut, un peu putaclic. Je vais parler de testicules, de cocaïne et de pensée libertaire. Ouh, ça a l'air sympa tout ça. Voilà. On va se retrouver très vite. On va trouver je pense tout de suite à certains amis à qui ça va plaire. Peut-être. Bon, en tout cas, merci à tous. Restez connectés et méfiez-vous des couloirs sombres de nos hôpitaux. À bientôt. À bientôt.